Nous allons maintenant reprendre nos travaux avec la partie scientifique de la matinée. Notre premier orateur est le professeur Éric Dumont. Pas professeur. Bien, il n'est pas professeur, donc déjà une petite erreur de ma part. Mais je dirais que sa présentation sera succincte, mais pas aisée, dans la mesure où les renseignements qu'il nous a transmis, c'est probablement l'image et son profil de discrétion, mais ne sont pas énormes. Donc, je vous dirai tout simplement que M. Éric Dumont a étudié la physique à l'Université libre de Bruxelles, où il a obtenu un doctorat en résonance magnétique sous la supervision du professeur Génère. Et après 2 postdocs à l'école de physique Carillon de Paris et de l'Université Paris-Sud, il a commencé à travailler pour Philips Medical System dans le domaine de l'IRM et la radiologie interventionnelle. Et il s'est vraiment investi là-dedans jusqu'à fonder en 2002 une compagnie, la compagnie Image Guided Therapy, qui est basée à Bordeaux. Et il travaille là, il développe là toute une série de prototypes, de dispositifs basés sur les ultrasons focalisés pour le traitement du cancer du sein, du cancer de la prostate essentiellement, et par conséquent, son activité est à l'heure actuelle essentiellement basée avec sa société pour qui je suis allé sur Internet pour un petit peu voir ce que c'était évidemment, et ça semble en tout cas très prometteur. Je ne sais pas si elle est déjà cotée en bourse, mais peut-être que vous nous le direz à la fin de votre exposé. Je vous passe la parole. À la fin de l'exposé, éventuellement. Donc merci pour cette introduction. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Madame, Messieurs, je vais vous présenter en fait une thématique qui me tient à cœur, donc les ultrasons en médecine et en particulier les ultrasons thérapeutiques. Donc juste un mot sur la société, on est basé à Pessac, c'est une petite société, 9 personnes, et en fait l'essentiel de notre développement est réalisé en collaboration avec des équipes dans le monde entier, donc ça c'est un petit panorama des collaborations qu'on a en cours. On a à peu près 27 systèmes installés dans ces différentes institutions et nous sommes impliqués depuis une quinzaine d'années dans les traitements mini-invasifs et en particulier l'utilisation des ultrasons. Donc, à l'heure actuelle, quand on pense ultrasons en médecine, on pense à ceci. Et c'est assez amusant parce que quand on regarde l'historique des développements des ultrasons et de l'usage des ultrasons en médecine, il y a eu un développement parallèle. Donc je vais vous faire une petite rétrospective historique sur les ultrasons. Donc les ultrasons naissent essentiellement suite aux travaux de Spallanzani en 1794, qui en étudiant les chauves-souris découvre qu'en fait elles émettent des sons qui sont inaudibles pour l'homme. Et la première vraie rupture technologique a lieu lorsque Pierre et Jacques Curie en 1880 découvrent l'effet piézoélectrique. Pourquoi est-ce que c'est une rupture? Parce qu'en fait, cet effet piézoélectrique est à la base de ce qui va nous permettre, encore à l'heure actuelle, d'émettre les ultrasons de manière efficace et de les recevoir de manière efficace. Deuxième étape importante, Paul Langevin, en 1915, crée le premier sonar, donc, qui est basé sur l'émission d'ultrasons et la réception d'un écho. Et de manière intéressante, il découvre que le sonar utilisé à forte intensité peut tuer des poissons. Donc, dernière étape, je dirais technologique, avant l'introduction finalement des ultrasons en médecine, c'est le travail de Sokolov qui réalise en 1928 le premier appareil de détection de fractures dans le métal basé sur l'émission d'ultrasons et la réception d'un écho. Donc, à partir de ce moment-là, se développe pratiquement en parallèle, donc en 1942, d'une part la première image échographique par Carl Dussik, donc on voit cette première image d'un ventricule cérébral. Dans le même temps, John Lynn
réalise à l'Université d'Illinois la première ablation à base d'ultrasons. En 1955, les travaux de Ian Donald propulsent l'échographie vers une modalité d'imagerie à part entière, avec notamment la détection en 1955 des premiers kystes ovariens grâce à des méthodes échographiques. Dans le même temps, les frères William et Francis Fry réalisent le premier système d'ultrasons de haute intensité pour réaliser des lésions dans le cerveau. Et c'est à ce moment-là qu'une rupture intervient. Côté échographie, on a des développements très très importants. À partir de 1965, plusieurs compagnies commercialisent des systèmes d'échographie, et avec un développement qui, à l'heure actuelle, amène l'échographie comme la première modalité d'imagerie la plus prévalente dans tous les services hospitaliers. Cette interruption de 30 ans, en fait, s'arrête avec les premiers travaux de Kullervo-Ininen, donc en 1992, et qui relance l'intérêt pour les ultrasons à fin thérapeutique. Donc ça, c'est pour vous donner une idée de la situation à l'heure actuelle. Vous voyez l'ensemble des applications potentielles des ultrasons thérapeutiques et des travaux en cours visant à amener cette technologie sur le marché, sur ces différentes thématiques, et vous voyez qu'il y en a beaucoup. Il y a également une explosion exponentielle du nombre de publications dans ce domaine des ultrasons thérapeutiques. Et on peut se poser la question, pourquoi, d'une part, y a-t-il eu cette interruption de 30 ans dans les développements des ultrasons thérapeutiques. Et une des choses importantes avec les ultrasons thérapeutiques, c'est le concept d'ultrason focalisé de haute intensité que vous allez retrouver fréquemment dans cet exposé, donc aussi dit HIFU. Donc l'idée est simple, un émetteur d'ultrasons situé à l'extérieur du corps va concentrer ces ultrasons dans un volume de la taille d'un grain de riz et va provoquer des effets soit mécaniques, soit thermiques à la localisation de ce point focal. Donc ici on voit par exemple sur la droite, sur le film, le déplacement du transducteur qui va permettre de balayer avec ce point focal la cible complète de manière à obtenir l'effet désiré, que ce soit de l'ablation thermique ou d'autres effets dont je vais vous parler maintenant. Donc que manquait-il essentiellement pour le développement de ces ultrasons thérapeutiques? Un moyen de contrôle, c'est-à-dire que les premières expériences réalisées par les frères Fry ne donnaient aucun moyen finalement de savoir exactement ce qu'on faisait, et du coup les développements ont été essentiellement bloqués à cause de ça. Deux facteurs clés pour le renouveau des ultrasons thérapeutiques: d'une part l'imagerie, à la fois l'imagerie ultrasonore et ensuite l'imagerie par résonance magnétique, et ensuite une meilleure compréhension des mécanismes d'action des ultrasons. Donc les premiers développements qui ont été réalisés donc à partir des années 95 en ultrasons focalisés de haute intensité ont été réalisés sur base d'images échographiques, donc qui permet non seulement une meilleure planification du traitement, mais qui permet de suivre de manière qualitative en fait l'évolution du traitement. Donc c'est pas évident, c'est pour ça que je dis bien qualitatif. On voit sur cette image en fait une petite hyper-échogénéicité à l'endroit où les ultrasons focalisés sont appliqués, et donc ça permet qualitativement de voir les zones que l'on est en train de traiter. Le progrès majeur, en fait, bon, je dis qualitatif parce qu'en fait, des tentatives existent à l'heure actuelle pour essayer de déterminer la température grâce à l'imagerie ultrasonore, mais malheureusement, la technique est relativement peu fiable et pas applicable dans les régions de température qui nous intéressent. Heureusement, une autre modalité d'imagerie a permis d'avancer dans ce domaine, s'il s'agit de l'IRM, parce que l'IRM, outre ces images anatomiques de très bonne qualité qu'elle donne, permet également de mesurer de manière non invasive et en temps réel une cartographie de température, et donc de suivre de manière précise le déroulement du traitement. Donc ces travaux datent 83-84, les premiers travaux, et c'est à la base du renouveau des ultrasons focalisés initiés par Kullervo-Ininen. Ce qu'on voit sur la droite,
Ici, c'est en fait le déplacement du point focal avec un transducteur qui bouge, qui trace les lettres IGT, et vous voyez à l'intérieur d'un morceau de foie l'ablation qui a été réalisée avec la brûlure littéralement du tissu. Donc vous voyez que le point focal est très petit et on reconnaît très très bien, très précisément les zones brûlées par rapport aux zones adjacentes. Et l'IRM permet de suivre en fait ce traitement in vitro sur un morceau de foie de manière très précise. En fait, le deuxième facteur qui a amené à une utilisation, à l'explosion en fait dans les applications des ultrasons focalisés, c'est la meilleure compréhension des interactions des ultrasons avec les tissus. Et on distingue plus de différents régimes en fonction de l'intensité des ultrasons utilisés. Donc dans les régimes faibles, on va avoir des effets essentiellement mécaniques, donc cavitation stable et force de radiation. Dans des intensités un tout petit peu plus importantes, on va avoir des effets thermiques qu'on va pouvoir utiliser soit pour réaliser de l'hyperthermie, soit pour réaliser des ablations thermiques. Et ensuite, dans des domaines plus extrêmes en termes d'intensité, j'en parlerai très peu, mais ce sont des domaines en cours de développement également, on peut provoquer soit des échauffements extrêmes, c'est-à-dire des ébullitions localisées dans des temps de l'ordre de la dizaine de millisecondes. Donc c'est intéressant pour faire littéralement de la destruction tissulaire et de créer des lacunes dans les tissus. Donc c'est utilisé par exemple en cardiologie pour réaliser une ouverture dans un muscle, par exemple dans le muscle cardiaque, pour résoudre certains problèmes. Je vais relativement peu en parler parce que les applications, je dirais, les plus intéressantes et les plus abouties, enfin les plus à la mode, je dirais, pour le moment, sont les applications suivantes. Donc je vais vous parler un petit peu de la cavitation, parce que c'est un phénomène qui est prévalent, à la fois tous ceux qui connaissent la navigation savent que la cavitation, c'est ce qui va éroder les hélices. Il s'agit dans ce cas-là de cavitation inertielle, qui est un phénomène lié à la création de bulles et qui vont être explosées en créant des dégâts importants. Mais il y a aussi ce qu'on appelle de la cavitation stable, c'est-à-dire que les ultrasons vont, à partir du moment où des microbules sont présentes dans un tissu, les ultrasons vont réaliser ce que vous voyez ici, en fait vont agiter ces microbules et faire osciller ces microbules grâce au champ de pression et de dépression des ultrasons. Ici, vous avez un exemple de cavitation inertielle, et là, en fait, les bulles grossissent et ensuite explosent en libérant une énergie considérable. Et donc ça, c'est particulièrement destructeur pour les tissus, donc qui peut être utilisé notamment pour faire ce qu'on appelle de l'histotripsie, c'est-à-dire littéralement de la destruction des tissus en fragmentant les cellules par cavitation. Mais c'est encore un sujet en cours de développement. Par contre, la cavitation stable est très, très intéressante parce qu'elle fonctionne avec des intensités acoustiques relativement faibles. Et on utilise ça par exemple dans l'échographie comme produit de contraste échographique. Donc on fabrique des microbules, on les injecte par voie intraveineuse et on peut voir le signal réfléchi par ces oscillations de bulles et se servir de ce produit de contraste comme moyen pour évaluer la perfusion par exemple. Mais on peut l'utiliser également à des fins thérapeutiques. Comment? En fait, en injectant des microbules qui vont circuler dans les capillaires, et si on fait osciller ces microbules dans les capillaires grâce à des ultrasons, on peut, grâce à cela, ouvrir en fait la barrière hémato-encéphalique de manière à la fois réversible, temporaire, c'est-à-dire que la fenêtre d'ouverture est d'à peu près de quelques heures, et sans dégâts neuronaux associés. Donc ça, c'est un effet purement mécanique. Je vous montre ici le type d'expérience qu'on réalise pour démontrer la possibilité d'ouvrir cette barrière hémato-encéphalique de manière très localisée, très précise, à la fois spatialement et dans le temps. Le protocole est simple, on injecte les microbules par voie intraveineuse, on fait osciller ces microbules avec des ultrasons de relativement faible intensité, on injecte ensuite un produit de contraste IRM qui ne diffuse pas, qui ne passe pas la barrière hémato-encéphalique, et les endroits où la barrière hémato-encéphalique en fait vont accumuler du produit de contraste, ce qu'on peut voir ici en bas.
Et de manière quantitative, on peut évaluer en fait la quantité de produits de contraste qui passe cette barrière hémato-encéphalique. Donc ici, vous avez un exemple où on démontre qu'en fait, il faut un certain seuil d'intensité ultrasonore pour ouvrir cette barrière hémato-encéphalique. Et ici, de manière quantitative, on voit que l'ouverture se passe à une certaine pression. Si on dépasse cette pression, on va commencer à provoquer de la cavitation inertielle, donc qui elle est beaucoup plus destructrice, et éventuellement provoquer des hémorragies. Donc l'intérêt de l'IRM, c'est qu'elle permet également d'évaluer exactement la pression qu'on doit utiliser pour être dans un régime où on ouvre la barrière hémato-encéphalique sans créer d'hémorragie. Donc l'intérêt de ça, c'est bien évidemment de favoriser le passage de molécules petites ou grosses de manière très localisée dans le cerveau, avec par exemple du largage de doxorubicine ou d'anticorps. Voilà. Une deuxième application des ultrasons de faible intensité, qui est aussi très intéressante, c'est la possibilité de réaliser de la neurostimulation de manière totalement non invasive. Donc les mécanismes ne sont pas encore parfaitement compris, donc c'est encore un sujet de recherche, mais on peut réaliser avec des petites impulsions ultrasonores des stimulations neuronales, et notamment dans le cortex moteur. Je vous montre ici ce petit film. Vous allez voir une petite lumière jaune ici qui indique quand les ultrasons sont appliqués, et vous voyez la réaction motrice des pattes et des moustaches du rat d'expérience. Et donc ça, c'est aussi un mécanisme qui est en cours d'investigation, qui est potentiellement particulièrement intéressant. Là, c'est la queue qui bouge. Donc ça démontre la finesse avec laquelle on peut agir sur le cortex moteur. Toujours dans les effets mécaniques, je vous ai parlé de microbulles. On peut également créer des nanogouttelettes. Ce sont en fait des nanogouttelettes de perfluorocarbone qui sont encapsulées et dans lesquelles on peut mettre du médicament. Et l'intérêt, c'est qu'avec les ultrasons, ces nanogouttelettes de perfluorocarbone vont se transformer en microbulles qui vont libérer le médicament localement. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut injecter ces particules par voie intraveineuse et libérer le médicament précisément dans la tumeur. Donc ici, vous avez le dispositif expérimental, la souris avec la tumeur, et après injection de paclitaxel encapsulé dans ces vésicules de perfluorocarbone, ces micro-gouttelettes de perfluorocarbone, on voit qu'on a une disparition complète de la tumeur, avec un contrôle sans ultrason et avec ultrason, et on voit que la guérison est complète. Toujours dans le domaine du drug delivery, du largage ciblé de médicaments, une autre technique intéressante consiste à réaliser de l'hyperthermie et de libérer le médicament grâce à cette hyperthermie. Donc là, on est dans les effets, non pas mécaniques, mais thermiques, mais de faible intensité. Et ça, en général, on fait ça sous IRM. Pourquoi? Parce que l'IRM de température permet de contrôler précisément en fait, la température et l'hyperthermie de manière à obtenir l'effet désiré. Donc, par exemple, la doxorubicine est connue pour avoir une toxicité cardiaque importante et donc limite la dose utilisable. Une solution consiste à créer un sel de doxorubicine qui est non toxique à pH neutre et qui devient toxique à pH faible. Et donc ce complexe est dénommé ici le QDOX. Et on va encapsuler ce QDOX dans des liposomes de manière à les libérer localement. Et donc vous voyez ici les résultats d'expérience, je vais aller assez vite là-dessus, avec les contrôles, que ce soit ultrasons, les liposomes sans les ultrasons, et vous voyez que le seul effet discernable est celui où on combine les ultrasons avec les liposomes, et vous voyez une tumeur qui disparaît complètement, et la survie à long terme du rat en question. Donc un taux de succès de 100% dans ce cas. Donc vous voyez ici les résultats, pas de traitement, la doxorubicine seulement, les ultrasons seulement. Donc là on a en fait
créer des ablations incomplètes et du coup on a une recroissance de la tumeur et là la combinaison des deux qui détruit complètement la tumeur. Je vais maintenant vous parler d'une troisième application, donc dans le régime des ultrasons focalisés de haute intensité dans son usage pour l'instant le plus courant, qui est l'ablation thermique. Donc l'ablation thermique, le principe est simple, on focalise les ultrasons dans un point focal qui a la taille d'un grain de riz et on crée des brûlures et essentiellement une nécrose de coagulation. Donc l'intérêt c'est qu'il n'y a pas d'effet de dose, on détruit les cellules en les cuisant littéralement et la procédure peut être répétée indéfiniment en fonction de ce qu'on veut obtenir ou des résultats obtenus. À l'heure actuelle, il existe déjà plusieurs dispositifs qui permettent notamment le traitement de la prostate. Donc, une société française qui s'appelle Edaptecomed commercialise un dispositif appelé l'ablatherm qui est utilisé en clinique pour le traitement, l'ablation de la prostate. Le système est actuellement guidé par ultrasons et nous travaillons sur le système équivalent mais guidé par IRM de manière à pouvoir bénéficier de l'information d'imagerie de température. Donc le fibromutérin, c'est une application qui est validée, donc qui a obtenu une marque KHTE, de même que le traitement des métastases osseuses, donc qui est un traitement relativement rapide, efficace et non irradiant. Donc je vais vous montrer trois exemples en fait d'ablation thermique qui ne sont pas spécialement les plus communs mais qui me paraissent être intéressants. L'un, c'est quelque chose que nous on ne fait pas mais qui me paraît quand même très significatif, qui s'est particulièrement développé dans les deux dernières années, et deux autres thématiques sur lesquelles on travaille qui, je l'espère, nous permettront de mettre des dispositifs sur le marché d'ici un an ou deux. Donc, je vais vous présenter d'une part des travaux qui ont été réalisés à la fois à l'Université de Virginie et à l'Université de Zurich sur ce qu'on appelle en fait de la neurologie fonctionnelle, c'est-à-dire on va traiter les patients grâce à des ultrasons focalisés et en détruisant dans ce cas-là le noyau ventral intermédiaire, je ne sais pas comment dire en français, on va parvenir à traiter d'une part des patients qui souffrent de la maladie des tremblements essentiels. Et maintenant, on est en train d'appliquer la même technique au traitement de la dyskinésie pour les patients parkinsoniens. Donc ce sont des études qui sont assez préliminaires, avec des résultats qui semblent très prometteurs. Donc la procédure est relativement simple, le patient est placé dans l'IRM avec un émetteur d'ultrasons et on réalise des toutes petites lésions dans les noyaux thalamiques ou sous-thalamique. Et vous voyez ici la procédure de contrôle, on réalise la lésion, on vérifie par IRM qu'on obtient bien une région d'ablation, toute petite. Vous voyez ici le résultat post-IRM, donc avec les petites lésions créées, ici, là. Également, donc ces lésions en général ont tendance à rapetisser, comme on peut voir ici. Et ici, vous avez un résultat sur un patient qui souffre de tremblement essentiel. Donc, vous pouvez voir un manque de contrôle moteur des mains. On lui demande de toucher son nez. Il a beaucoup de mal. Et vous voyez, 4 mois après traitement, les tremblements ont stoppé et un nettement meilleur contrôle moteur. Et jusqu'à présent, le recul qu'on a est de 2 ans pour les premiers patients qui ont été traités à l'Université de Virginie, et les effets semblent relativement permanents. Donc, vous voyez la différence entre les deux sont assez impressionnantes en termes de qualité de vie pour le patient.
Je vais vous parler maintenant de recherche préclinique qu'on effectue en collaboration avec l'Université de Genève. Donc, une autre thématique qui nous paraît très importante, c'est le traitement du cancer des organes mobiles que sont le foie et le rein. Il faut savoir que pour ces organes, en fait, il y a une difficulté complémentaire qui est une difficulté balistique, c'est-à-dire que les organes bougent au cours du cycle respiratoire. Et donc, il faut que le faisceau d'ultrasons puisse suivre cette cible. Et donc, on travaille sur des méthodes en fait, de suivi de cible basées à la fois sur de l'image IRM et éventuellement en combinaison avec de l'image ultrasonore pour permettre de se faire un suivi en 3D. Donc ça, c'est un des avantages de l'IRM. Vous voyez, imagerie de température suivant 3 plans orthogonaux en temps réel. Donc on peut voir exactement où s'effectue le tir. Et on peut voir, en fait, on peut calculer ce qu'on appelle une dose thermique qui est un prédicteur de la lésion finale qui sera réalisée. Donc cette dose thermique correspond grossièrement à un seuil de 60 degrés où la nécrose de coagulation se met en place, mais tient également compte des phénomènes d'apoptose et donc permet en temps réel pendant le traitement d'avoir une très très bonne idée de la lésion finale qu'on va obtenir. Et vous voyez ici la séquence d'imagerie post-contraste où on voit très très bien la lésion qui a été réalisée par absence de perfusion en fait. Et vous voyez sur l'histologie qu'on obtient des lésions très nettes avec une zone de transition entre les cellules mortes et les cellules vivantes à côté qui est de l'ordre de la centaine de microns, donc c'est très très précis. Ici, vous voyez le même type d'études réalisées sur le foie, donc imagerie dans les 3 plans et lésion finale. Donc, je vous parlais de la thématique. Donc, maintenant, on utilise en fait toutes les techniques possibles pour suivre en fait le mouvement de l'organe en temps réel. À savoir, on utilise l'imagerie RM pour suivre les mouvements dans le plan des coupes. Et on utilise un petit échographe compatible IRM qui permet de suivre le mouvement perpendiculaire aux coupes. Et de cette manière, on peut asservir en fait la position du point focal de manière à ce qu'il reste toujours dans la tumeur au cours de son déplacement au cours du cycle respiratoire. Sachant que le déplacement de la tumeur peut être de 2-3 cm au cours du cycle respiratoire, on déplace en fait le point focal de manière automatique, de manière à assurer la destruction complète de la tumeur. Je vous parle très rapidement d'un projet qui est probablement celui qu'on réalisera le plus rapidement en clinique, donc qui est un dispositif que nous avons mis au point avec l'équipe du TA sur le traitement du cancer du sein. Donc, la patiente est couchée sur le dispositif, le sein est dans cette antenne IRM, le transducteur ultrasonore est là, et on peut de manière relativement rapide traiter des tumeurs jusqu'à 3 cm au cours d'une séance qui devrait durer moins d'une demi-heure pour la partie ultrason et 1 heure comprenant la mise en place de la patiente complète. Là, on a terminé en fait les études sur les études animales préliminaires à la réalisation d'études cliniques. Malheureusement, le seul modèle qu'on a trouvé qui était compatible à la fois à la géométrie du système et, je ne vais pas dire proche, mais anatomiquement le plus proche possible d'un sein. Donc on a pris en fait le pis d'une chèvre que vous voyez là, et on a réalisé des lésions qu'on voit en IRM de température ici. Et on voit qu'on a une très très bonne correspondance entre les lésions vues par IRM de température et les résultats à 20 minutes après le traitement et 14 jours après. Et donc nous espérons commencer l'étude clinique au centre anticancéreux à Bordeaux avant la fin de l'année. Donc en résumé, plusieurs régimes d'utilisation des ultrasons, des intensités faibles avec des effets mécaniques par adjonction de microbules, dont les applications sont l'ouverture de la BHE, la neurostimulation, le largage ciblé de médicaments. Des intensités modérées pour réaliser, grâce à des effets thermiques, de l'hyperthermie, du largage ciblé de médicaments, et des intensités fortes
qui permettent de faire de l'ablation thermique ou de l'histotripsie. Ça, c'est dans les intensités extrêmes que j'avais mentionnées, où on peut faire de l'ébullition très rapide. En conclusion, sachant que la majorité des systèmes d'ultrasons focalisés de haute intensité qui sont commercialisés à l'heure actuelle le sont pour faire de la lipolyse et du body shaping, j'espère vous avoir montré quelques exemples d'applications suffisamment intéressants pour que ces dispositifs, qui sont quand même à la fois prometteurs et intéressants, ne soient plus exclusivement entre les mains des esthéticiens. Merci. Je vous remercie pour votre exposé et j'ouvre la discussion. Monsieur Gould. Merci. Vraiment très intéressant comme approche. Vous avez parlé surtout de l'intensité du signal. Oui. Mais est-ce qu'on ne parle pas plutôt aussi, est-ce qu'on pourrait aussi envisager la fréquence? Tout à fait. Est-ce que la fréquence Tout à fait. aurait éventuellement un caractère sélectif sur un tel ou tel tissu peut-être? On n'a pas remarqué d'effet de la fréquence sur la sélectivité. En fait, plus la fréquence du signal est élevée, plus il est absorbé rapidement. Donc moins on a de profondeur de pénétration. Donc ça, c'est un critère quand on choisit par exemple le transducteur qu'on va utiliser pour une certaine cible. La prostate, on a un transducteur endocavitaire donc qui est très très proche de la prostate. On va utiliser une fréquence de 3 MHz parce que l'absorption est importante. Et en fait, on n'est pas intéressé par une cible lointaine. Par exemple, pour le traitement du fibromutérin, qui peut être à la fois de grande taille et pas juste à côté du transducteur, on va choisir une fréquence plus proche de 1 MHz parce que l'absorption est un petit peu plus faible et on doit tirer à des profondeurs plus importantes dans le tissu. Donc c'est essentiellement ça qui, pour le moment, conditionne le choix de la fréquence. C'est vraiment la pénétration qui est nécessaire. D'autres questions? Oui. Pardon. Bon, je pensais que c'était pour des raisons purement locales. Et si vous parlez de la prostate ou d'une matrice, les lésions tissulaires sont quand même importantes. Qu'est-ce qui arrive de ce tissu brûlé? Parce que vous n'avez évidemment... Donc non, exactement. Le tissu reste en place. En fait, il y a une lise partielle des cellules et un remplacement par des tissus cicatriciels, donc plutôt fibrosés. Bon, on a très bien les choses. Voilà. Oui, question. Monsieur Westès. C'est pas seulement une question, c'est un petit commentaire, c'est qu'en fait, comme fibrologue, ces ultrasons, non seulement avaient d'abord été utilisés pour traiter l'adénome de la prostate, effectivement, en espérant qu'il y ait une rétraction fibrotique des cellules de l'adénome et de faire ainsi en sorte que le patient puisse mieux uriner, puisse être déplacé pour utiliser dans les cancers de la prostate et dans une société concurrente. Et en course, je vous conseille d'aller voir, puisque le président parlait d'entrer en course, d'aller voir sur Internet EDA, et vous verrez qu'on le joue à plus 20%. Pourquoi? Parce que cette société risque d'avoir l'approbation par la FDA comme pouvant être utilisée pour le cancer de prostate. Mais le problème du cancer de prostate, c'est que c'est une maladie qui n'est pas toujours localisée en un point, comme on aurait par exemple une tumeur du rein, ou peut-être un fibromutérin. Et c'est ça peut-être la reproche que l'on peut faire, c'est qu'effectivement, ça peut être efficace, on peut aller très localement tuer les cellules, et dans le cancer de prostate, on sait très bien que lorsque par exemple on a une seule biopsie positive, et qu'on enlève la totalité, on trouve malheureusement à d'autres endroits de la tumeur. Donc la question est, est-ce que l'on est suffisamment efficace en pratiquant ce type de traitement? EDAP, en fait, dans leur étude clinique, réalise l'équivalent des prostatectomies radicales, c'est-à-dire qu'ils ne font pas encore de traitements focaux avec les ultrasons, donc ils détruisent avec les ultrasons l'entièreté de la prostate, mais du coup avec essentiellement les mêmes séquelles que la chirurgie qui fait de la prostatectomie radicale. Donc c'est vrai qu'on n'a pas un gain majeur en termes d'amélioration par rapport aux séquelles. Je dirais le seul intérêt, c'est que c'est
totalement non invasif, donc en termes d'hospitalisation, c'est vrai que c'est plus léger. Et c'est vrai que la question se pose, est-ce qu'on va se diriger vers un traitement plus focal de la prostate, sachant que les études l'ont montré, on a tendance à beaucoup trop opérer, et en termes d'espérance de vie et de statistiques sur la population, on ne voit pas de décroissance de la mortalité lorsqu'on opère ou lorsqu'on n'opère pas. Je dirais que les ultrasons focalisés ont l'avantage de permettre relativement simplement un passage à une ablation focalisée, et donc ça c'est un point assez positif, et d'être relativement bon marché en termes de traitement. Donc il pourrait se positionner de manière intermédiaire entre ne rien faire et une prostatectomie radicale. Mais ce n'est pas un remplacement de la prostatectomie radicale par les ultrasons. Probablement aussi d'autres avantages qui peuvent être réutilisés. Tout à fait. Radicale, tout à fait. Avec tous les inconvénients que cela représente, l'incontinence et la dysfonction sexuelle. Tandis que vous, on pourrait réutiliser dès qu'on voit réapparaître des lésions. Tout à fait, c'est vrai. Oui. Merci de le préciser, c'est vrai. Oui. Anatomiquement, on peut aller jusqu'à quelle profondeur? Alors, je pense pas seulement évidemment à la profondeur corporelle, mais aussi à nos patients obèses qui donc ont un média plus important. En fait, de nouveau, c'est ce qui va guider finalement le choix de l'émetteur d'ultrasons. Plus la pénétration est importante, plus on doit prendre, moins la fréquence doit être élevée. Donc en fait, le problème c'est que ça va moins absorber, mais ça va moins absorber aussi au point focal, donc les traitements seront plus compliqués. Les patients très obèses, pour lesquels on va avoir une couche de graisse à traverser importante, vont poser plus de problèmes parce que, de manière régulière, nous on peut traiter jusqu'à à peu près 10 cm de profondeur, mais au-delà de ça, ça commence à devenir difficile. Y a-t-il d'autres questions? Moi j'en ai une pour vous, si vous permettez. Oui, je vous en prie. En tant que neurochirurgien, vous avez montré quelques images de thalamotomie et de traitement de la maladie de Parkinson. En tant que neurochirurgien ayant vécu déjà le début de la stéréotaxie, si je puis dire, j'ai connu l'époque où on traitait évidemment la maladie de Parkinson en faisant des thermocoagulations du noyau ventrolatéral du thalamus. C'est ce que vous faites à l'heure actuelle. Essentiellement. Puis il y a eu l'évolution où on ne détruit plus, mais on stimule avec la stimulation du noyau sous-thalamique, notamment initié par le professeur Benhamid qui viendra le mois prochain ici participer à nos colloques. Mais il est évident qu'il reste quelques indications de thalamotomie. Et aujourd'hui, on fait quelques thalamotomies avec un appareil qui tire avec une précision redoutable qu'on appelle Gamma Knife, que nous avons à l'Erasme, et il en existe pas moins de 200 exemplaires dans le monde. Donc la question est liée à cet appareil et à la précision, parce qu'on est dans le cerveau, et dans le cerveau, il faut évidemment une précision majeure si on tire à l'intérieur et qu'on peut avoir une lésion. Le Gamma Knife tire avec une précision de 1 centième de millimètre. Alors c'est une précision redoutable, c'est une précision militaire. Quelle est la précision que vous pouvez vous apporter avec les ultrasons? Tout à fait. Donc en fait, l'intérêt de la méthode, c'est que par rapport, je dirais, au Gamma Knife, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle un tir de faible intensité et qui a pour effet littéralement d'assommer les neurones de la cible, et donc on voit déjà l'effet, mais qui là est un effet vraiment transitoire, et donc ça permet en fait de guider le traitement en faisant ces tirs-tests. Donc la précision absolue du système doit être de l'ordre le point focal lui-même fait à peu près 1,5 mm de diamètre sur 4 mm de longueur, donc un grain de riz. Et la précision de positionnement, donc ça dépend un petit peu des patients. Les patients qui ont le crâne épais, c'est un petit peu plus compliqué, mais on est à peu près de l'ordre du demi-millimètre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut procéder, et il y procède d'ailleurs par essai-erreur, c'est-à-dire qu'en fait, on va tirer à un endroit, vérifier l'effet
transitoire, et si l'effet transitoire est positif, on va faire une lésion définitive. Et donc il y a ce processus d'ajustement qui est très intéressant. Sachant qu'aussi que le gamma knife, en fait, le positionnement se fait a priori via la stéréotaxie. Là, l'intérêt, c'est qu'on voit dans l'IRM et on voit exactement les endroits où on tire pendant qu'on tire. Donc ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on n'a pas d'idée a priori, on voit exactement dans l'anatomie où se situe le point de tir. D'autres questions? S'il n'y en a pas, je vous remercie. Merci.